à tous. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'organisation et particulièrement les membres de la Société des Amis du Musée de l'Homme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux qui ont été réalisés par l'équipe, les équipes auxquelles je suis associée. Une partie des travaux qui avaient été réalisés pendant la thèse et les travaux qui ont pu être réalisés grâce au prix Leroi-Gourhan les 2 dernières années. Donc, au sein de l'équipe du Muséum ainsi qu'à l'Université de Liège, en lien avec l'Académie des sciences d'Ukraine et celle de République de Moldavie, on va avoir tout le processus de recherche lié à l'archéologie. En effet, actuellement, nous sommes en train de réaliser des fouilles en Ukraine et en Moldavie. Tout le processus de recherche qui va être mené dans les laboratoires là-bas et ici, et des publications qui sont en cours actuellement, ainsi que des ateliers qui ont été présentés au grand public récemment. Donc le but de nos recherches, est de reconstituer les modes de vie des groupes humains du Paléolithique, particulièrement ici la période entre 23 000 et 20 000 ans, donc Paléolithique supérieur avec Homo sapiens, notre espèce. Donc cette présentation va se faire en 3 grandes parties. Le contexte chronologique, culturel et environnemental dans lequel on se trouve. Les méthodes que moi particulièrement j'applique sur ces sites archéologiques. Et enfin, je vais vous présenter les résultats issus de plusieurs de ces études. Donc pour le contexte, durant les périodes anciennes, on va avoir une alternance, de phases climatiques plus froides et plus chaudes, donc ce qu'on appelle les stades glaciaires et interglaciaires. Et au sein de la période glaciaire, qui terminait il y a 10 000 ans à peu près, on va avoir des stades un peu plus froids et un peu plus chauds. Donc quand on était dans des stades un peu plus froids, on va avoir des environnements plutôt ouverts de type steppe. Et quand on a des réchauffements, on va avoir un développement de la forêt. Moi aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à la période donc du Paléolithique supérieur, et notamment ici, comme on peut le voir, c'est la période la plus froide qu'on appelait le maximum glaciaire. Donc pendant cette période, on avait donc un environnement différent, ce qui implique des faunes différentes. Donc on va avoir des grands herbivores, notamment le mammouth laineux, rhinocéros laineux, le renne. On va avoir des animaux un peu plus adaptés à la forêt qui existent toujours aujourd'hui, notamment le cerf, le sanglier. On va avoir des carnivores, certains existant encore comme le loup et d'autres ayant disparu, notamment la hyène des cavernes. Quelques mustélidés, les blaireaux, belettes, etc. Et des petits rongeurs et lagomorphes comme le lièvre. Donc un spectre faunique qui est quand même assez varié. Donc là, on va se focaliser plus sur la grande plaine d'Europe orientale, donc qui s'arrête à peu près là où il y a la chaîne des Carpates, qui recouvre plusieurs pays actuellement. Nous, on s'intéresse plutôt à l'Ukraine et la Moldavie. Et sur la droite, je vous ai mis les principaux sites archéologiques qui sont rattachés à la période du Paléolithique supérieur. Donc certains, je pense, connaissent la chronologie culturelle du Paléolithique supérieur, mais probablement plutôt en Europe occidentale. Donc les Homo sapiens vont arriver à partir à peu près de 35 000 ans sur le continent européen, et plusieurs cultures vont se succéder. On retrouve un peu la même chose au début en Europe orientale. Après, on va avoir des particularités culturelles qui vont se développer dans cette région. Donc juste pour montrer un petit peu quelles sont ces différences culturelles, c'est au niveau des industries réalisées sur les matières minérales, notamment le silex. Ensuite,
on va avoir un équipement qui est de plus en plus affiné, avec des pièces qui vont être retouchées pour créer des crans notamment, des éléments probablement de chasse, des lamelles aussi de plus en plus petites. Et c'est aussi durant cette période, le Gravétien, qu'on a énormément de statuettes féminines qui se retrouvent dans les sites archéologiques. Et ensuite, alors qu'ici on va avoir ce qu'on appelle le solutréen, le magdalénien, en Europe orientale, on va avoir une continuité en fait des caractères précédents, mais avec quand même quelques éléments qui se différencient, notamment des outils de plus en plus petits, l'apparition aussi des aiguilles à coudre au sein des sites archéologiques, et de plus en plus d'objets réalisés sur des matières animales comme le bois de renne par exemple ou l'ivoire de mammouth. Donc la plaine d'Europe orientale, c'est une vaste zone géographique. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la vallée du Dniestr, qui est le fleuve qui se trouve à proximité des Carpates. Donc les Carpates, c'est une chaîne de montagnes qui était assez haute, donc qui pouvait former un obstacle naturel pour les groupes humains de cette époque. Le Dniestr, contrairement à d'autres fleuves de la plaine d'Europe orientale, est caractérisé par des méandres qui sont beaucoup plus marqués et qui vont former des petites vallées latérales. Alors au sein de cette plaine, on va avoir beaucoup de gîtes de matières premières, de silex par exemple, du schiste, avec une carte ici qui a été réalisée notamment par Pierre Noiret. Donc on sait que dans cette zone, il y a beaucoup de matières premières disponibles. Donc au sein de la vallée du Dniestr, on va avoir 3 sites principaux qui ont permis de voir ces particularités culturelles à l'époque. Donc c'est Tchernich qui a fait énormément de travaux dans cette région, Stefanescu et Ilie Borziak en Moldavie. Donc ces 3 sites en fait ont fourni de nombreuses couches archéologiques successives, ce qui a permis en fait de comprendre, de restituer le paléo-environnement, mais aussi de comprendre cette succession culturelle et de corréler ces sites en fait entre eux. Là, ce sont les principaux autres sites de la période. Et moi, j'ai pu, avec des chercheurs ukrainiens et moldaves, notamment, étudier une partie du matériel faunique, donc des animaux de certains de ces sites. Alors, brièvement, pour vous expliquer ce qu'on appelle la période aurignacienne, donc à partir de 33 000 ans à peu près, en fait, dans la région, on a très peu de sites archéologiques. Le seul site qu'on connaisse, c'est Mitok-Malou-Galben, qui semble montrer que là, on était plutôt dans une phase un petit peu plus chaude, avec des forêts, et que les groupes humains venaient plutôt pour tailler du silex, donc des ateliers de taille, avec une alimentation basée plutôt sur le renne, le cheval et le bison. Après, à partir d'à peu près 28 000 ans, on va avoir une exploitation toujours locale, le même silex qui est réutilisé. On a de plus en plus de sites qu'on retrouve. Un des sites les plus célèbres dans cette région, c'est Molodova, qui a fourni plusieurs couches archéologiques et des ossements de mammouth notamment. Comme je vous disais, on va avoir des outils de plus en plus petits qui sont adaptés à la chasse, par exemple aux grands mammifères. Un peu d'industrie osseuse aussi, surtout des pointes. Et on va avoir toujours le bison, le cheval et le renne qui sont chassés. Ponctuellement, un peu de carnivores comme le loup et le renard. Et parfois, on retrouve quelques ossements de mammouth sans pour autant savoir pourquoi ces ossements se trouvaient sur les sites archéologiques. Alors cette culture particulière, avec des pièces beaucoup plus petites, de ce type assez étroite, et le fait que ce soit le renne qui soit dominant, c'est du gravétien, mais il y a un faciès culturel, une particularité régionale, qui s'appelle donc le molodovien. Ensuite, la dernière période, l'épigravétien. Comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir des outils de plus en plus petits,
beaucoup d'objets réalisés sur des matières animales, notamment sur de l'ivoire, sur des dents de canidés. On a toujours des occupations courtes sur ces sites archéologiques, la même exploitation des gîtes de silex et des activités de chasse et de boucherie, toujours orientées vers le renne, qui prend une place prédominante. Et à la fin de cette période, on va avoir le changement climatique qui fait qu'on se retrouve dans la période dans laquelle nous sommes actuellement. Donc on va avoir une augmentation des températures et de l'humidité, donc ce qui va engendrer un développement des forêts qui est assez progressive, avec le développement notamment des forêts noisetiers, ormes, chênes. Donc les grands herbivores comme les mammouths laineux vont remonter vers le nord, notamment en Sibérie par exemple. Certains vont s'éteindre, comme le rhinocéros laineux, les lions des cavernes, au profit des chevaux qui prennent une place plus importante dans l'environnement. Alors moi, en fait, l'une de mes problématiques pour ma thèse, c'était entre justement cette période que je vous ai montrée, gravétien et épigravétien, où on a le maximum glaciaire, il faisait très froid, c'était très aride, il y avait très peu d'occupation humaine. À ce moment-là, on avait peu de sites archéologiques, quelques pièces retrouvées des fois en surface, ce qui avait été interprété, à cause du froid, comme un recul des populations en fait, vers le sud, avec des petits groupes qui pouvaient venir probablement plutôt en été, et donc peu préoccupés par des innovations techniques et la fabrication d'éléments artistiques. Donc les questions qui se posaient, c'était de savoir dans quelles conditions étaient préservés ces sites archéologiques. Aussi de savoir comment les groupes humains de cette période avaient pu s'adapter à cet important changement environnemental. De voir aussi, est-ce qu'effectivement ils restèrent vers le sud ou est-ce qu'ils continuaient à se déplacer dans les régions plus au nord. Et notamment de savoir quelles étaient les modalités d'acquisition et de l'exploitation des différents animaux. Et de voir peut-être que certains de ces animaux avaient un statut particulier au sein de ces populations. Et de voir si, entre ces différents sites, on se trouvait bien avec les mêmes cultures ou est-ce qu'on avait probablement des ethnies différentes à cette époque. Donc les méthodes qu'on applique dans l'équipe, ce sont les méthodes de l'archéozoologie, donc qui permettent de mieux définir les modalités d'adaptation des groupes humains en caractérisant les relations donc économiques, culturelles et parfois symboliques avec les différents animaux. Donc ça tourne autour de plusieurs sous-disciplines comme la paléontologie pour déterminer les espèces, la taphonomie, je vais revenir un petit peu dessus pour comprendre comment notre site archéologique s'est mis en place, la biologie, et tout ça va nous permettre en fait de comprendre comment vivaient les groupes humains. Alors la taphonomie, c'est en fait une discipline qui nous permet de comprendre comment les ossements des animaux ont été, qu'est-ce qu'ils ont subi avant, pendant et après l'enfouissement. Qu'est-ce que ça nous raconte? Donc pour vous expliquer brièvement, en fait, le climat, l'environnement, bien sûr, va avoir un impact sur la conservation des sites archéologiques et donc des ossements. Bien sûr, on ne va pas avoir la même conservation si on se trouve dans des déserts, si on se trouve dans des forêts, en milieu tropical, si c'est des sites ouverts, si c'est des sites plutôt fermés. Donc la pluie, le vent, le soleil, les températures vont modifier les ossements, donc notamment ce qu'on appelle l'intempérisation avec les surfaces qui se délitent. L'oxydation des ossements, donc on peut voir en dessous l'os qui est coloré avec des oxydes, notamment de manganèse, noir, et de dissolution. Donc tous ces impacts en fait sont des indices pour nous pour savoir dans quelles conditions se trouvaient les sites archéologiques.
On peut avoir aussi les agents biologiques qui ont pu intervenir sur le site, notamment les plantes dont les racines vont laisser des marques en fait sur les surfaces, ce qui nous indique est-ce que notre site se trouvait plutôt en profondeur ou en surface, et déjà est-ce qu'on avait un couvert végétal. Les autres animaux qui peuvent venir sur le site, donc modifier ces ossements. Par exemple, les petits rongeurs ou les lagomorphes qui vont venir prendre certains minéraux, comme on voit ici sur les ossements. Les carnivores, le piétinement des troupeaux qui passent. Alors les carnivores, j'ai fait exprès de mettre la hyène, parce que la hyène des cavernes est un des animaux qui a pu faire le plus de dégâts pour nous dans les sites archéologiques. Car comme c'est un animal qui a énormément de pression au niveau de la mâchoire, même des ossements de mammouth, elle peut les broyer, les avaler, les digérer, les recracher, etc. Donc les carnivores peuvent vraiment avoir un énorme impact sur les sites archéologiques. Ensuite, l'un de notre travail, ça va être aussi de déterminer quelles sont les caractéristiques des animaux qu'on trouve. Donc pour ça, on se base en fait sur les animaux qu'on connaît actuellement, soit de la même espèce, soit qui sont relativement proches, comme les éléphants et les mammouths. Donc il va falloir identifier l'espèce, l'os qu'on trouve, dans quelle partie du corps on se trouve. On va aussi déterminer l'âge. Donc ça a une importance pour nous, bien sûr, de savoir s'ils ont chassé plutôt des individus jeunes, des individus dans la force de l'âge ou des individus plus âgés. Alors pour ça, on va se baser sur les stades d'éruption et d'usure des dents. C'est comme nous, hein, la plupart des animaux ont des dents de lait et des dents définitives. Donc selon les dents que l'on retrouve, on peut déterminer l'âge. Et en plus, les dents s'usent au fil de la vie d'un animal. Donc on va pouvoir déterminer assez précisément l'âge. Donc là, j'ai fait exprès aussi de vous mettre des dents d'éléphantidés et à côté de mammouths laineux, comme on en a beaucoup en Europe orientale. Alors eux, c'est pas la même chose que pour les autres animaux. On va avoir des successions de dents à l'horizontale dans la bouche, donc, qui vont succéder au nombre de 6. Et vous voyez, selon la taille de la dent et le nombre de lames, on va pouvoir déterminer précisément l'âge en fait, des mammouths laineux. Il y a une autre chose, parce que bien sûr, on n'a pas que les dents, on va pouvoir aussi s'appuyer sur les os longs, déjà par la taille. Ici, je vous ai mis un humérus, 3 humérus de mammouth laineux. Et les individus, quand ils sont jeunes, les extrémités des os en fait, ne sont pas fusionnées. Donc plus l'individu grandit, c'est la même chose pour nous, plus ces parties vont se souder. Et c'est comme on connaît en fait, les stades de fusion de ces ossements en se basant sur les éléphants actuels, on estime l'âge des animaux de cette manière. On va aussi essayer de déterminer le sexe des animaux. Parfois, ça n'a pas d'importance, mais parfois, ça en a. Alors là, je vous ai mis des animaux récents hein, pour vous montrer comment est-ce qu'on procède. Donc ça peut être la taille. Il y a des animaux chez qui il y a des différences de taille. Donc par exemple, la hyène, chez les hyènes des cavernes, les mâles sont plus petits que les femelles. Donc si on a des os plus robustes, on sait qu'on est avec une des femelles. Pour le rhinocéros, bien sûr, nous, c'est très rare. On ne retrouve généralement pas de cornes. Mais les femelles vont être souvent plus petites, les mâles plus massifs. Par contre, la corne des femelles est beaucoup plus grande que celle des mâles. Les éléphants, à droite, vous avez le mâle et la femelle. C'est assez évident aussi de faire la différence. Ensuite, il va y avoir des attributs. Par exemple, là, je vous ai mis des antilopes saïga. Le mâle va avoir les cornes, pas la femelle. Les sangliers, pareil, le mâle va avoir des canines plus grandes, les femelles non, à part quand elles sont plus âgées. Alors bien sûr, ça arrive hein, qu'on n'ait pas tous ces attributs. Donc, il y a des animaux chez qui il n'y a pas en fait, de différence. On va utiliser notamment les os du bassin, qui vont nous aider en prenant des mesures. On va faire des ratios et on va pouvoir déterminer le sexe de l'animal. Donc tout ça, nous, ça nous permet en fait de le mettre en relation avec ce qu'on connaît. Donc par exemple ici, les éléphants toujours, hein, pour comparer avec le mammouth laineux. Les femelles, on sait qu'actuellement elles vivent en groupe avec les petits et les individus âgés. Alors qu'au bout d'un moment, les mâles vont être expulsés du groupe, vivre en groupe de mâles
ou certains d'entre eux, souvent quand ils sont plus âgés, devenir solitaires. Donc bien sûr, pour nous, c'est pas la même chose si on retrouve dans des sites s'ils ont attaqué un groupe plutôt de femelles ou des mâles solitaires. Donc ça nous permet en fait de reconstituer les stratégies des groupes humains. Et une dernière chose qu'on fait en archéozoologie, à partir des ossements d'animaux, c'est déterminer la saison d'occupation des sites archéologiques. Par exemple, est-ce que sur ce site-là, ils sont venus plutôt en hiver, sur un autre site plutôt en été? Et pour ça, une espèce qui est très évidente pour déterminer la saison, c'est le renne. Puisque chez le renne, le mâle et la femelle ont tous les deux des bois, mais qui ne tombent pas en même temps. Et quand on peut déterminer le sexe de l'animal, et qu'on a ce qu'on appelle les massacres, donc le bois avec une partie du crâne, on peut savoir exactement en fait quand est-ce que ces animaux ont été abattus et à quel moment ça correspond. Est-ce que c'est pendant les migrations ou est-ce que c'est pendant le rassemblement de la dispersion des troupeaux. Donc tout ça, en fait, nous, ça va nous permettre de reconstituer, je vous disais, les stratégies des groupes humains. On va essayer de déterminer est-ce qu'ils les ont chassés, est-ce qu'ils ont peut-être parfois pu faire du piégeage, est-ce qu'ils ont ramassé de la viande sur des animaux morts récemment, ou est-ce qu'ils ont ramassé, par exemple, des ossements déjà secs pour fabriquer des objets. Et bien sûr, déterminer toute l'utilisation des ressources animales, donc la fourrure, la viande, récupération de la moelle aussi à l'intérieur des os, et l'utilisation de tous ces ossements, je vous disais, les dents, l'ivoire, les bois de cervidés, pour réaliser des outils, parfois des éléments de parure, des perles par exemple. Et ça, c'est typique d'Europe orientale. Sur certains sites, à droite, on a des ossements de mammouth en fait, qui ont été utilisés pour élaborer des structures de ce type. L'un de nos objectifs, c'est aussi de comprendre, l'appréhender, parce que bien sûr on ne peut pas savoir exactement, la représentation mentale de ces animaux, la place qu'ils ont, puisque dans certains sites on a toujours les mêmes animaux qui sont représentés. On s'intéresse aussi à des choses qui sont plus difficiles à mettre en évidence, mais est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas eu des apprivoisements de certains animaux? Le mutualisme, c'est-à-dire quand des espèces aussi s'entraident sans qu'il y ait une domination de l'un sur l'autre. Alors là, c'est en Mauritanie, en fait, ce sont les dauphins qui aident les humains en rabattant le poisson, et les humains leur redonnent en fait une partie du poisson. Et bien sûr, des liens affectifs qu'on puisse mettre à un moment entre les humains et les animaux et les communautés qui ont peut-être un jour conduit en fait à la domestication. Et bien sûr, pour ça, on va aussi s'appuyer sur des populations qui connaissaient ou qui connaissent encore certaines techniques de chasse, notamment, qui connaissaient très bien aussi les comportements des animaux. Donc notamment les Inuits, les San ou les peuples d'Australie qui utilisent parfois des techniques de chasse qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver d'après les vestiges dans les sites archéologiques. Et les Baka et ce qu'on appelait les Amazones du Dahomey, c'était des chasseurs et chasseresses spécialisés dans l'abattage des éléphants, par exemple. Donc on s'appuie sur toutes ces connaissances. Et enfin, on va avoir l'expérimentation. Donc savoir comment on peut, par exemple, découper une carcasse d'animal avec des outils en silex. Comment est-ce qu'on peut casser les os pour récupérer de la moelle. Donc là, je vais vous présenter les principaux résultats qui ont été acquis. Le premier site qui s'appelle Doroshivsky, qui est en Ukraine. Donc celui-ci, je l'avais étudié pendant ma thèse, et les deux autres sites ont pu être étudiés après grâce au prix Leroy-Gourand. Donc le site de Doroshivsky avait été découvert dans les années 60. Mais il a été fouillé que récemment par Larissa Kulakowska du Muséum d'archéologie à Kiev. Donc c'est un site qui a fourni plusieurs couches archéologiques, qui est localisé sur une des terrasses du Dniestr.
et qui semblent avoir fourni des ossements et des restes, des outils en fait, qui n'ont pas été déplacés, contrairement à ce qu'on a d'habitude à cette période. Donc je disais plusieurs sites, plusieurs couches archéologiques. On va avoir en tout 7 couches, donc dans des périodes très rapprochées, puisqu'on est entre 22 500 et 20 500. Les couches les plus informatives pour nous, ça a été celles du milieu, donc 6, 5, 4 et 3, qui ont fourni notamment des foyers, beaucoup d'outils lithiques, qui là encore ont été réalisés sur du silex local. Et on se trouve, je vous disais, vraiment à une période très froide et très aride. Donc au niveau de la faune, ce sont les mêmes couches qui ont fourni énormément de restes fauniques. Donc il y a très peu d'espèces différentes, du renne, mammouth, cheval et renard. Mais c'est le renne, comme on voit ici, qui est vraiment le plus représenté. Alors là, c'est juste pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle la taphonomie que je vous ai expliqué, là qui est faite par couche pour voir est-ce qu'on a des différences de conservation en fait, dans les ossements. Donc je vous disais tous ces effets, l'intempérisation due au soleil, à l'eau, etc. On voit que dans les couches 1, 2 et 7, ils sont très très importants. Donc ça veut dire qu'ils sont restés longtemps à l'air libre, ce qui peut expliquer pourquoi en fait dans cette couche on n'a pas d'objets, presque pas d'objets, parce qu'ils ont dû être dispersés avec le temps. Alors que les couches en fait les mieux préservées, on voit qu'elles ont été justement enfouies rapidement, plus ou moins en profondeur, expliquant en fait leur meilleure conservation. Donc pour le renard, il y a assez peu d'individus. On a retrouvé notamment ici un crâne et alors un métapodien, ce sont les os ici, de la main, de la patte, avec des stries de ce type qui correspondent plutôt à des activités de récupération de la fourrure pour les renards. Pour le cheval, dans ces 4 couches, on a aussi quelques restes. Alors ce sont majoritairement des jeunes, des poulains en fait, avec des individus adultes. Certaines, on a pu identifier que c'était des femelles. Et des côtes notamment qui présentent des marques de découpe. Donc ça veut dire qu'ils sont venus chasser des animaux dans les groupes dits mixtes où on va avoir les juments avec un étalon et des petits. Donc le cheval semble avoir été aussi chassé et on a des indices de récupération de la viande. Alors le renne, comme je vous disais, il est très représenté dans ces 4 couches. Alors là, c'est des représentations en fait en pourcentage par rapport au nombre d'individus et ça nous permet de mettre en évidence quelles sont les parties anatomiques en fait, qui sont le mieux représentées. Et ça nous permet de voir qu'il y a eu des découpages de carcasses. Ils ont dû chasser en fait, les rennes à un endroit, découper des parties, notamment les pattes, les ramener sur le site archéologique pour les travailler sur place. Alors pour le renne, on a des jeunes représentés, mais surtout des jeunes adultes et des adultes matures qui ont été chassés et ramenés sur le site, je vous disais, pour ensuite être repréparés. Alors dans toutes les couches pour le renne, on a trouvé des modifications dessus. Des os qui montrent ces stries pour récupération de la fourrure. Ici sur le bois que vous voyez là-haut, pour découper donc ces carcasses et des os qui ont été fracturés pour récupérer la moelle. Dans une des couches, donc la plus ancienne qui est présentée ici, on a des poinçons qui ont été réalisés sur les métapodiens. Donc ils ont, vous voyez, abrasé et poli ces ossements pour fabriquer des poinçons. Alors ici, en fait, c'est pour vous montrer, grâce à ces bois de rennes qui ont pu être identifiés, à quelle saison, en fait, ils ont été tués, donc abattus. Donc on voit que dans la couche 5, alors dans la couche 6, on n'a pas eu assez d'indices, malheureusement, pour faire déterminer la saison. Mais dans la couche 5, on voit qu'ils sont plutôt venus occuper le site en hiver, alors que dans la couche 4, ils sont plutôt venus en été, et dans la couche 3, à nouveau en hiver, puis au printemps. Donc en fait, ils sont venus
occupé ce site vraiment à plusieurs saisons et pas que pendant la saison estivale comme c'était avancé. Ce qui correspond en fait à des périodes de migration des troupeaux de rennes. Pour le mammouth, alors il y a quelques os à chaque fois dans ce site, mais on ne sait pas s'il a été consommé. Par contre, l'ivoire a été utilisé, notamment pour confectionner ces pointes, certaines pointes présentant des sillons, et une pièce artistique, donc une défense d'un jeune mammouth qui présente des gravures, donc avec des méandres, cette petite figure anthropo ou zoomorphe, qui est pour l'instant le seul artefact de ce type, les seules représentations artistiques de ce type qu'on ait dans la région. Et dernière chose, les os de mammouth ont été utilisés aussi pour alimenter le feu, les foyers. Donc on a des os qui vont être cassés, mis dans le feu, puisque à cette période on a probablement peu de bois végétal indisponible. Donc les os étaient souvent utilisés, notamment les os de mammouth. Donc pour conclure sur ce site, ils sont venus, même pendant la période la plus froide, de manière récurrente sur ce site, à toutes les saisons. On a très peu d'aménagements, juste des foyers avec quelques aires de travail. C'est le renne qui est le plus exploité. Le mammouth, comme je vous disais, on ne peut pas savoir s'il a été consommé. Mais en tout cas, il a eu une importance pour le feu et notamment pour l'utilisation de l'ivoire. Donc ça, c'est le projet qui a été mené dans le cadre du prix Leroi-Gourhan, juste après. Le but, justement, par rapport à ce site, c'était de voir qu'est-ce qu'on avait juste en dessous d'Orofifsi. Parce que dans les sites placés en dessous, il était dans les ressources bibliographiques, c'était le mammouth laineux qui semblait être dominant. Donc, est-ce qu'on était face à des cultures différentes? Donc, le but, c'était de refaire des expéditions pour dater les sites, de faire l'étude archéologique des ossements, d'échanger notamment avec un paléontologue, Théodore Obada, et Sergei Kovalenko, qui travaille sur les outils en matière minérale, de ranger ces ossements et de les conserver. Et ensuite, on a ces résultats ont été présentés l'année dernière et cette année dans le cadre de 2 colloques. Ils sont actuellement en cours de publication. Donc, il s'agit du site de Valea-Morilor qui a été découvert en 2009. Donc ça, c'est un site de sauvetage. Donc il a fallu aller très vite. C'est ce qui explique pourquoi il y a 1200 mètres carrés qui ont été fouillés sur ce site, qui se trouvait dans des sables de rivière, donc réalisé par Théodore Obada. Et d'après les datations, on a un site relativement contemporain de celui d'Orofifsi. Donc on a quelques outils lithiques, mais sans éclat de débitage. Ça veut dire que les humains sont venus sur place avec leurs outils. Ils ne sont pas venus prendre du silex pour fabriquer des outils. Et également, donc là, un des foyers, il y en a 2 qui ont été découverts sur ce site. Donc au niveau des animaux, on a plusieurs espèces présentes ici, donc de l'ours qui semble être plutôt de l'ours des cavernes, du putois, le renne, le bison, le cheval. Et comme vous le voyez ici, c'est le mammouth laineux qui est dominant. Alors les ossements, comme vous pouvez le voir, ils étaient dans des gangues en fait, de sable argileux concrétionné, ce qui fait que c'est ça qui a permis de bien les préserver. Mais quand on regarde la surface ici, ça c'est un fragment d'os de mammouth, on voit que la surface est quand même bien abîmée, avec des écaillements. On voit qu'il y a des racines de plantes, des marques de racines de plantes, de l'oxydation sur ces os et de l'eau qui a eu des effets aussi sur la destruction de l'ossement. Par contre, on a plusieurs ossements qui sont encore en connexion anatomique. Ça veut dire que des parties de carcasse, en tout cas, n'ont pas bougé. Comme vous pouvez le voir ici, l'acropode, en fait, c'est ici, sont au niveau des phalanges. Donc là, ici, c'est de mammouth, ce qui veut dire que notre site n'a pas été non plus beaucoup déplacé. Donc, grâce à ces observations, on peut reconstituer ce qui s'est passé. C'est qu'une partie des ossements ont été touchés par le permafrost. Donc, c'est ce qu'on retrouve actuellement en Sibérie. On va avoir, pendant les périodes estivales, un ramollissement du sol.
Et pendant la période hivernale, cette surface gelée, ce qui fait que bien sûr ça va avoir des effets, ça va fracturer les ossements, etc. Et en plus, on se trouvait à proximité d'une rivière qui a probablement inondé la plaine, ce qui explique aussi pourquoi ces ossements présentent ces choses, mais avec un courant faible. Donc les mammouths laineux, il y a 6 individus. On voit que, à part les crânes, tous les ossements sont représentés. Certains ossements ici, comme les vertèbres, sont encore en connexion anatomique. Donc ça veut dire que ces individus sont morts sur place. Quand on regarde les âges et le sexe de ces animaux, on voit qu'on a surtout des jeunes adultes et des adultes matures, des mâles et une femelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour les mammouths laineux, si on se base sur les éléphants, les mâles et les femelles ne vivent pas ensemble, pas les mâles et les femelles adultes. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs épisodes de mort de ces mammouths. Alors juste pour vous montrer, parce que là aussi on a voulu faire une étude plus approfondie des ossements brûlés. Donc en regardant ces ossements, malheureusement il en restait assez peu. On voit que c'est surtout des grands mammifères et des mammouths qui ont été utilisés, et notamment de l'os, dont des côtes. Donc ils vont récupérer en fait les côtes de ces mammouths, parfois les fracturer pour en fait faire du feu avec. Donc dans ce site, malheureusement on a assez peu d'indices, mais on peut supposer que ces mammouths ont pu être chassés, ou alors ils ont récupéré sur des carcasses fraîches, ou alors ils ont pu récupérer des ossements secs. Donc on ne peut pas affirmer qu'ils aient mangé ou non ces mammouths, mais on a un indice comme quoi ils sont venus ici et ils ont exploité en tout cas les carcasses de mammouths pour alimenter leur foyer. Donc ce site, on voit vraiment que c'est un campement de passage dans le territoire. L'argument en fait, qui pourrait nous aider à dire qu'ils ont mangé le mammouth, c'est qu'il y a peu d'autres espèces animales, ou alors ils ont pu venir avec leurs provisions. Mais ce qui est certain, c'est que plus ça va, plus on voit que dans tous les sites archéologiques, les ossements de mammouth sont utilisés pour le feu, donc qui était un critère important pour cette période. Et le dernier site, donc c'est celui de Klimaotsi 2, donc qui a fourni 2 niveaux archéologiques. Celui-ci, on va s'intéresser au plus récent, daté d'à peu près 20 000 ans. Donc pareil, il y a un site de plein air qui a été fouillé en 1989 par Borziak, dont le matériel est conservé à l'Institut de zoologie de Chisinau, donc en République de Moldavie. Donc toutes les matières lithiques qui ont été utilisées sont locales, mais il y a aussi une partie en fait, qui a été importée sur le site. Et là, comme on le voit, on a tous les types d'outils. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont ramassé du silex, ils ont apporté d'autres matières, ils ont taillé sur place. Donc on a vraiment un campement beaucoup plus important en fait, que pour le site précédent, Valais-à-Morilor. Donc là, les animaux, on a beaucoup plus d'individus. Donc toujours le cheval, le bison, renne, un petit peu de cerf. Alors pour le cerf, c'est juste des bois qui ont été ramassés. Un peu de canidés, le loup et le renard, quelques restes de lièvre. Et là encore, c'est le mammouth qui est prédominant. Alors on a également des mollusques fossiles qui ont été ramassés et un oursin fossile. Donc là, contrairement à Valais-à-Morilor, vous voyez tous les os ont une surface vraiment très très bien préservée. Et on va avoir assez peu de modifications, assez peu d'intempérisation, ce qui veut dire que ces ossements ont été enfouis beaucoup plus rapidement, donc sont très bien conservés. Mais comme pour tout à l'heure, on a des os qui sont cassés, qui montrent que pareil, on a eu cette alternance entre l'hiver et l'été dans le permafrost. Alors pour les animaux, toutes les espèces en fait montrent des marques d'exploitation. Donc pour toutes les espèces, on a également plutôt des adultes, jeunes adultes. Et je vous disais tout à l'heure, le cerf est exclusivement représenté par des bois. Donc peut-être qu'ils ont ramassé ces bois ailleurs et qu'ils les ont importés, ce qui expliquerait pourquoi pendant cette période très froide, en
plaine justement, on trouve du cerf. Alors ça, c'est tous les objets qui ont été réalisés sur les ossements de ces différentes espèces. Donc ce site est extrêmement riche en industrie osseuse. Et en haut à gauche, ce sont des ossements de loup qui ont été façonnés, alors peut-être pour faire des perles, comme on voit au milieu. Les bois de renne aussi qui ont été sculptés. Donc ces coquillages, ces mollusques marins qui sont percés, donc d'après une étude qui a été faite, il semble que ce soit vraiment des perforations volontaires, probablement pour la réalisation de pièces de parure, un collier ou des bracelets. Et donc cet oursin fossile ici, qui présente, alors il y a des marques naturelles dessus, mais il y a des incisions en fait qui ont été réalisées par les humains, ce qui veut dire qu'ils ont ramassé quelque part cet oursin fossile et ils l'ont ramené avec eux, probablement par souci esthétique. En ce qui concerne le mammouth laineux, donc là on a beaucoup plus d'individus, 17. Pareil, on voit que tous les ossements sont représentés. Donc effectivement, ça nous indique aussi qu'ils sont morts ici, parce que ce soit naturellement ou qu'ils aient été chassés, on ne va pas ramener toutes les parties de la carcasse. Bien sûr, s'il y a tous les ossements, vu la taille de ces animaux, c'est qu'ils sont morts ici. Et pareil, là, on a beaucoup d'adultes matures, des jeunes adultes et des juvéniles. Donc c'est la même chose que pour l'autre site. On va avoir probablement plusieurs phases de mortalité de ces individus. Et quand on compare avec ce qu'on connaît actuellement, naturellement, c'est plutôt les juvéniles et les adultes âgés en fait, qui sont plus attaqués par les prédateurs, sensibles aux maladies, etc. Alors que les jeunes adultes, femelles surtout, et les adultes matures, sont peu propices à ce genre de choses. Donc généralement, le fait qu'on ait des adultes matures plus représentés correspondent à des activités d'abattage par des groupes humains. Donc là, on peut plus avancer l'argument que ces individus ont été volontairement chassés. Pareil, pour les mammouths, l'ivoire a été énormément utilisé. Donc ici, pour la fabrication de pointes, des petites plaquettes. Et là, on a plusieurs objets de ce type qui n'existent pas non plus pour l'instant dans d'autres sites. En fait, ce sont des tronçons de défense qui ont été coupés et retravaillés, comme on le voit, polis. Donc vous avez la première phase, par exemple, de travail en haut, et quand on voit celui de droite, on voit qu'il a été perforé et poli. Donc l'ivoire est vraiment... Pour arriver à ce stade technique, ça veut dire qu'on est vraiment avec des personnes, en tout cas, qui sont spécialisées dans le travail de l'ivoire. Donc des groupes humains qui viennent avec déjà un savoir-faire. Et pour vous montrer sur ce site, là c'est le plan de répartition des ossements, des animaux qu'on a trouvés, notamment de mammouths. Et comme vous le voyez ici, on a une organisation des ossements. Donc il y a un endroit, par exemple, on avait toutes les scapulas, donc les omoplates. Il y a un endroit où on avait tous les tibias, tous les crânes, tous les fémurs. Donc c'est impossible naturellement d'avoir ce type d'organisation. Donc il y a eu un choix des humains de placer ces ossements. Après, est-ce que ça correspond à une structure d'habitat où ils ont collecté ces ossements et les ont rangés pour une raison qu'on ne connaît pas? En tout cas, il y a vraiment une volonté humaine. Et toujours sur le même plan, pour vous comparer, tous les objets que je vous ai montrés qui ont été façonnés par les humains, en fait, sont répartis autour de l'endroit où on a trouvé un foyer. Alors, est-ce que c'était une zone justement de travail et que ces ossements étaient organisés autour? Ça, c'est une hypothèse. Donc, pour conclure sur le climat aussi, là, contrairement aux autres sites, on a vraiment un camp de base qui est bien établi. On voit qu'on a des activités variées pour les groupes humains. On ne peut malheureusement ici pas déterminer les saisons d'occupation. Et on a probablement des activités, l'abattage de ces mammouths qui a dû avoir lieu sur place ou à proximité, avec l'acquisition quand même de gibier secondaire pour l'alimentation, mais aussi pour fabriquer des objets. Donc le cheval, bison, renne et les loups. Par contre, c'est le mammouth qui est prédominant. Donc ces groupes qui vont venir, qui ont été probablement consommés, et l'utilisation des ossements en parallèle.
Et en plus, comme on le voit ici sur le plan, le site est là où il y a la zone rouge, c'est juste entre le fleuve et une falaise. Donc ça semble vraiment être un emplacement stratégique, une zone de passage pour les mammouths laineux. Et c'est peut-être pour ça en fait, qu'ils installaient leur campement ici. Donc pour conclure hein, sur ce projet, on voit que les 2 sites de Moldavie montrent aussi qu'il y a des groupes humains qui sont toujours présents, plus ou moins conséquents en termes de nombre de personnes, et qui restent mobiles pendant cette période aussi sur tout le territoire, avec toujours les mêmes emplacements occupés. Donc c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien ce territoire. Ils vont bouger assez régulièrement. Très peu d'aménagement de ces camps. On n'a pas des grosses structures en ossement de mammouth comme on a dans d'autres parties. Une utilisation quasi exclusivement locale des ressources, alors que dans d'autres régions, on a des déplacements à beaucoup plus grande échelle. Ils vont souvent venir en lien avec, bien sûr, la présence du silex, mais aussi pour la chasse, et particulièrement au renne ici. Donc pendant toute la période dans cette région, on a les mêmes stratégies de subsistance, contrairement à d'autres périodes où, comme c'est le cas dans nos régions, où on a des campements importants. Ici, ils semblent rester mobiles tout le temps. Donc on a quelque chose de différent qui se passe dans la vallée du Dniestre. Donc ça, c'est l'une de nos perspectives, c'est est-ce que dans cette région, on a des choses différentes parce que les gens y font des activités différentes, ou que ce sont des groupes culturels différents, et même entre les sites que je vous ai montrés, ça se trouve, on n'est pas non plus avec les mêmes groupes culturels. Donc là, on va tenter de reprendre en fait l'analyse des autres sites archéologiques qui se trouvent dans la région, pour mieux déterminer qu'est-ce qu'il y a eu sur les ossements d'animaux, quand est-ce qu'ils sont venus sur les sites, pour voir peut-être qu'il y a des sites qui fonctionnent entre eux selon les saisons. Savoir aussi approfondir en fait nos connaissances sur la boucherie, mais surtout en fait mieux comprendre la topographie des sites. Est-ce qu'on a des sites où ils chassent le renne parce que c'est des sites qui sont placés plus en hauteur où ne viennent pas les mammouths, et donc on a les mammouths dans les plaines, c'est peut-être juste un biais nous quand on a fouillé les sites archéologiques, ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose de différent parce que ce sont des groupes culturels différents qui sont venus à ce moment-là. Et surtout, on voudrait vraiment déterminer le statut aussi du mammouth dans ces régions pour les groupes humains, puisque on voit que l'ivoire en lui-même a une importance, qu'il y a des sites où le mammouth est représenté et qui est chassé. Et ça, c'est assez particulier de l'Europe orientale, donc on aimerait déterminer un petit peu mieux ça. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, je reste... Oui, l'utilisation des eaux pour le feu, est-ce que c'est vraiment spécifique à cette région? Est-ce que c'est très localisé? C'est la première fois que j'entends parler, mais enfin, je ne suis pas une... Alors en fait, non, c'est assez courant pendant la période paléolithique. Après, ce qui est connu, parce que nous, les expérimentations justement qui ont été faites sur les foyers, c'est surtout en Europe occidentale, donc sur des bovidés comme le bison ou des cervidés. Mais le fait de les utiliser pour le feu, c'est courant. Par contre, il y a quelque temps, il était avancé comme quoi on n'utilisait pas forcément le mammouth laineux pour le feu. Mais vu qu'il n'y a jamais eu d'expérimentation, on voit en fait finalement qu'ils utilisaient quand même le mammouth laineux. Mais c'est assez courant, oui, par contre. Oui. Pour entretenir le feu. Ah oui. Donc c'est pas pour... on peut pas allumer un feu, mais souvent on peut démarrer un feu et entretenir ce feu en mettant des eaux dedans, en fait. Notamment des eaux où il reste un peu de graisse, etc. Donc ça va alimenter le feu pour la cuisson et le chauffage. C'est une question par rapport à l'habitat. Vous disiez que c'était des habitats temporaires. Enfin, c'est des groupes humains qui bougeaient tout le temps, nomades. Mais est-ce qu'on sait d'où ils venaient? Est-ce qu'ils avaient un endroit où ils demeuraient plus longtemps, etc. Alors c'est le problème justement dans cette région,
c'est que si on regarde dans les régions plus à l'est, en fait, on a ce qu'on appelle les campements de base. On a des gros campements avec plusieurs foyers, des ateliers de taille, beaucoup de restes, et des sites un peu satellites, probablement pour chasser un peu de rennes, ramasser un petit peu de silex, donc des campements satellites. Ça, c'est assez courant dans les autres régions. Mais dans la vallée du Nièvre, on n'a pas ça, en fait. À part Klimaouti, qui est le seul, en fait, qui présente ça à cette période. Tous les autres sites, c'est toujours des occupations ponctuelles. Et justement, l'hypothèse un peu de remise en cause, c'est est-ce qu'il y a forcément des gros groupes humains, en fait, qui se déplacent, ou ça peut pas être des toutes petites communautés qui restent très mobiles, en fait, sur le territoire. En tout cas, il y a un territoire qu'ils connaissent, puisqu'ils savent où sont les ressources, ils savent à quelle période passent les rennes. Donc c'est plutôt une mobilité à plus grande échelle, en fait. C'est vraiment comme les populations nomades actuelles, en fait. C'est les mêmes stratégies. Est-ce qu'on a des éléments, Laetitia, sur les données climatiques de cette époque ? Oui, alors pendant justement entre 23 000 et 20 000, donc déjà pendant toute la période, je vous disais, il fait froid. On est dans la période glaciaire. Et pendant la période présentée ici, il fait beaucoup plus froid. Alors, il ne faut pas imaginer quelque chose où il y a toujours de la glace présente. Mais on a des températures quand même qui peuvent aller en dessous zéro, avec des moyennes entre 6 et 12 à l'année. Donc, c'est beaucoup plus sec aussi. Donc, moins de végétation. Donc, vraiment des grandes plaines, moins de bois végétal disponible. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Vous avez dit que les os de mammouth étaient utilisés donc beaucoup pour la combustion et également donc les ivoires pour faire donc des artefacts. Mais donc sur les autres os trouvés, est-ce qu'il y a des traces de boucherie? Est-ce qu'on peut savoir si ça correspondait à une alimentation Pour le mammouth? Oui. Alors c'est le gros problème du mammouth laineux. C'est parce qu'en se basant sur ce qu'on connaît aussi sur les éléphants actuels, récemment en tout cas, c'est des animaux qui présentent tellement de chair, de graisse, etc., que avec les gestes techniques, ça laisse très peu de marques. C'est quasi systématique. Par contre, on peut le supposer justement avec ces profils de mortalité. Et parce qu'on voit des fois qu'il y a une utilisation. Mais c'est arrivé quand même sur des sites sur les côtes où on a quand même des stries. Alors moi, pas sur ceux-là, mais dans d'autres sites, oui, on a vraiment des stries. Mais c'est pour ça que c'est rare pour le mammouth, contrairement aux autres espèces.